que des camarades, hommes et femmes, ne baissent pas la tête. Nous devons amplifier ce mouvement. How dare you continue to look away? Vous avez vraiment voyagé dans la malle? Et Philippe, bah, déjà, je suis très content de te rencontrer. Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et puis merci Avec plaisir. merci au Stream Populaire et puis à Kat qui travaille avec Bolchegeek, donc d'avoir fait le lien avec Maudit, chez qui t'étais, je crois, c'était avant-hier. Avant-hier, ouais, je crois. Ouais. Ouais. Et avec moi donc pour ces interviews pour la dernière ligne droite de cette campagne du second tour des élections législatives. Bah déjà, question toute simple, comment se passe cette campagne depuis une semaine dans l'entre-deux tours? Et ça se passe bien, ça se passe très bien. Enfin, je pense que tout le monde dit ça. De toute façon, dans une campagne, tout le monde est content de sa campagne. Mais ouais, nous, on est vraiment très contents. Alors, ça fait bizarre aussi parce qu'on est dans une ambiance quand même marquée très à droite et extrême droite, hein, parce que la Ouais. région, enfin le département, ce sont 3 députés RN qui sont sortants et 3 députés RN qui restent favoris pour le deuxième tour et même très largement favoris. Parce que nous, on est dans une situation très compliquée avec 30 points de retard, avec des, je ne sais plus combien de milliers de voix de retard. Enfin voilà, on ne sait pas trop si on a une chance réelle ou pas, puisqu'en fait tout est mouvant, tout est en train de bouger. Donc on espère quand même et on y croit encore, mais c'est vrai que ça reste très compliqué. Donc c'est quand même une ambiance très particulière. Mais ceci dit, ça fait bizarre parce que ça fait comme un décalage, c'est-à-dire qu'on sait le rapport de force électorale, on sait, enfin à la fois dans le département et nationalement. Et en même temps, la campagne qu'on mène, tout se passe très bien. En fait, c'est hyper accueillant. Alors, on a d'abord une très belle équipe militante, très unitaire et très large, puisque ça va. Je vais reprendre la formule chère à Olivier Faure, hein, ça va de Hollande à Poutou, hein. Donc, on Ouais. est dans une équipe avec des militants et des militants socialistes, du Parti communiste, des Verts, de la LFI, ensemble, et puis des camarades syndicalistes, puis en lien aussi avec des militants et des militantes d'associations, de collectifs locaux. Donc en fait, on a une super équipe militante. Tout s'est très bien passé très rapidement. En fait, ça a pris. Enfin, on est aussi dans une situation d'urgence, une sorte de lucidité hein, sur la gravité de la situation, ce qui fait que ça aide évidemment à regrouper des forces. Et puis voilà, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a eu une énorme satisfaction de militer ensemble, de faire ensemble pour une fois et depuis très longtemps que c'était pas arrivé. Donc voilà, donc tout ça, ça crée des conditions très enthousiasmantes. Et en fait, ça fait qu'on retrouve de la confiance. Et quand on a un peu de confiance ou quand on se retrouve dans cette situation-là, ben finalement, ça renforce les liens et puis Ouais. ça donne envie. Donc on est là-dedans. Et en même temps, à côté de ça, on sait que la mission, elle est très compliquée. Ouais, parce Donc que voilà. je rappelle vraiment le rapport de force parce que j'ai cherché les chiffres justement. Donc il y a le candidat qui est sortant, hein, je crois, Christophe Barthès, Ouais, 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 ouais. RN, qui a quand même réussi, qui a quand même pas réussi à se qualifier au premier tour, ce qui est quand même Ouais. déjà pas mal en vrai hein, dans ce genre de circonscription. Il a 49,3%, 32 900 voix et donc toi t'étais à 18,70 avec 12 475 voix. Donc Ouais. comme tu disais, ça va être compliqué, mais bon, on lâche rien évidemment. Hein, c'est aussi pour ça qu'on fait des campagnes. Et d'ailleurs, je voulais te demander si tu pouvais un peu présenter cette première circonscription de l'autre, parce que c'est pas vraiment là où tu étais implanté à la base. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu ce que c'est ce territoire, quelles sont un petit peu les particularités de cet endroit-là aux personnes qui connaîtraient pas aussi cette région? Ouais, d'abord, je peux dire pourquoi on se retrouve là, enfin moi et les camarades du NPA, parce on a quelques camarades dans le département de l'Aude, mais on est quand même relativement peu implantés, ou en tout cas surtout du côté de Narbonne et pas du côté de Carcassonne. Et moi, je suis bordelais et on a dans l'équipe évidemment des camarades toulousains qui sont pas loin. Et d'ailleurs, la suppléante, c'est Pauline Saling, qui est une militante de Toulouse. Donc en fait, on se retrouve là, ben, on l'avait pas choisi, hein, Mhm. des accords de répartition nationaux entre les 4 états-majors de gauche. Et on nous a dit, ben, soit c'est là, soit c'est nulle part, en fait. Ouais. Et donc, on a accepté, avec la crainte, c'est toujours pareil, qu'on n'est pas habitué à ces pratiques-là, quoi, le côté un peu parachutage. C'est-à-dire, on va à un endroit où on ne sait pas, en fait, on ne connaît pas les équipes militantes, et puis on ne sait pas si on prend la place de quelqu'un ou de quelqu'une. Enfin, voilà. Donc, du coup, il y avait un malaise dès le départ. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, on était très, très bien accueillis. Et en fait, on a été perçu comme une sorte d'élément fédérateur aussi des équipes militantes de gauche qui avaient plutôt tendance à se faire la gueule, comme dans plein d'endroits. Et donc Mhm. voilà, donc ça a été très positif de ce côté-là, et c'est le pourquoi on s'est retrouvé là.
là. Et finalement, bon, ben, du coup, on est très content et on découvre une région, même si on la connaissait, parce que c'est des régions touristiques, en fait, hein, Carcassonne, Ouais. la cité médiévale, et puis les paysages sont superbes. Donc, de toute façon, c'est une région qu'on est tous amenés à connaître, puisque voilà, il y a beaucoup de monde qui y va. Mais alors, cette région-là, ou ce département-là, c'est un peu comme pas mal de départements qui sont victimes de la crise ces dernières décennies, avec des licenciements, des démantèlements de services publics, et puis donc une population très appauvrie. Et je crois que le département de l'Aude, on ne sait pas si c'est le deuxième ou le troisième département le plus pauvre de la métropole, après la Seine-Saint-Denis et les Pyrénées-Orientales, avec Perpignan. Donc c'est pour dire déjà le paysage, quoi. Mhm. C'est une grosse pauvreté. Et donc une région aussi qui est marquée évidemment par des zones rurales très importantes, parce qu'à part Narbonne et Carcassonne, qui sont donc deux moyennes villes en fait, hein, mais autour, ce sont que des villages. Et dans la circonscription où on se trouve, je crois qu'il y a 96 villages en fait, 95, D'accord. et voilà, et des villages qui sont dominés par l'agriculture et notamment la viticulture. Et Voilà, donc, pas une- mais donc des c'est petits développements. Carcassonne et ses environs, quoi. Bon, Ouais, voilà, c'est c'est ça. Carcassonne, la ville, et à côté, donc une centaine de villages. Et donc c'est dominé largement ce qu'on appelle les zones rurales, et donc viticulture essentiellement, mais aussi maraîchage. Mais voilà, mais tout est très pauvre, ben, tout le monde a du mal à vivre. Et donc une région, une circo, un département, et puis comme dans plein d'autres endroits, qui sont très marqués par l'absence de services publics, et Mhm. notamment les transports. Donc c'est très dur de se déplacer dans cette région-là. Il y a juste une ligne de train, il y a peu de bus. Enfin voilà, c'est une difficulté qui est beaucoup mise en avant. Et puis évidemment, désertification de la médecine générale, donc services publics de santé, peu d'hôpitaux, voilà, et donc des difficultés encore accrues pour la population. Et puis voilà, puis un chômage, une précarité, des conditions de travail qui sont très difficiles. Ben voilà, donc c'est une région qui est très marquée par tout ça. Et puis, le paradoxe aussi, c'est que ça reste une région, enfin, ce qu'on appelle une terre de gauche, hein. En fait, il y a encore beaucoup d'élus socialistes dans D'accord, les ouais. communes. Ouais. Mais bon, voilà, et on voit aussi, comme dans d'autres endroits, comment l'extrême droite, finalement, se nourrit un peu de la misère, de la difficulté de la vie au quotidien des gens, et en même temps de désillusions, et notamment, évidemment, par rapport à cette gauche qui n'a pas fait ce qu'elle aurait pu faire ou ce qu'elle aurait dû faire à certains moments. Et voilà, donc on est dans ce climat de colère, de désespoir, de ras-le-bol, et qui se détourne malheureusement vers des courants réactionnaires. Ouais, ce climat aussi de violence, en tout cas au niveau national, parce que chaque jour, on voit des cas par rapport aux équipes de campagne qui se font Mm. agresser, notamment par l'extrême droite. Là, je crois qu'il y a eu le ministère de l'Intérieur a déclaré 51 agressions de Ouais, militants qui ont tout à été fait. recensées. Ouais. Hier, à Bonneuil-sur-Marne, il y a des colleurs d'affiches du RN accompagnés de la candidate RN de la première circo du département qui ont bousculé des enfants et agressé des femmes, des mères d'élèves devant l'école. Donc là, on a l'impression que l'extrême droite se lâche, enfin, on voit que l'extrême droite se lâche de plus en plus, qu'elle est de plus en plus sûre d'elle. Est-ce que toi et puis ton équipe, est-ce que vous voyez cette violence-là pendant votre campagne, ou moins qu'ailleurs peut-être? Ben, au début, on s'inquiétait évidemment parce qu'on arrive dans un endroit déjà qu'on connaît pas, donc on est et qu'on connaît pas, mais qu'en plus on savait dominé par l'extrême droite, donc il y avait toutes les raisons de s'inquiéter parce que quand on n'a pas les repères, quand on sait pas, voilà, dès qu'on sort dehors, enfin limite, Mhm. on était un peu craintif, la tête baissée, tout ça. Bon, ça immédiatement ça a changé parce qu'on l'accueil, ce que je disais tout à l'heure, l'accueil est très bon. Mais nous on a connu, mais très rapidement, enfin de suite en fait, dès l'annonce de ma candidature, c'est des agressions verbales sur les réseaux sociaux. En fait, D'accord. le candidat RN du coin, c'est vraiment le candidat presque caricatural, quoi, bête et méchant, et menteur, manipulateur, et ouais, il a tous les défauts, hein, raciste, xénophobe évidemment, et puis climato-sceptique, misogyne. Il était d'ailleurs connu pour avoir insulté Marine Tondelier Oui. et Sandrine Rousseau quand elles étaient venues. Vous Enfin, avez peut-être vu les images avec la pancarte, je vais ouais. pas redire ce qui était écrit dessus, mais pendant les manifestations d'agriculteurs, ouais. Ouais, c'est même enfin, on sait que ça existe, mais quand on voit ça, c'est fou, quoi, qu'ils puissent assumer comme ça leurs bêtises, leurs crasses, leurs préjugés. Bon, voilà, donc c'est le bonhomme et son entourage. Et donc, on a eu énormément. Enfin, d'ailleurs, toute la campagne qu'ils ont menée, même encore aujourd'hui, c'est focalisé sur nous, sur nous et sur mon nom. C'est-à-dire, en fait, le gauchiste, évidemment antisémite,
qui est pour que les flics soient tués. Enfin, Ouais. ça part évidemment d'idées qu'on défend, hein, évidemment le désarmement de la police, le soutien à la Palestine, et tout ça s'est transformé. Bon, on l'a vu même nationalement, hein. D'ailleurs, c'est les médias comme BFM ou CNews, ce sont des sacrées caisses de résonance à ces conneries-là. Ouais. Et donc, en fait, par glissement, on devient soit terroriste, soit antisémite, et en même temps tueur de flics. Vous voyez, et en Ouais. plus, on est dans une circonscription où il y a eu le drame de Trèbes, hein, il y a 6-7 ans. Hein, c'est une histoire qui est restée quand même dans les mémoires, puisque c'était un acte terroriste d'un jeune d'un quartier populaire de Carcassonne, je crois. Et ça s'était traduit par la mort de 4 personnes, et notamment un commandant de gendarmerie qui s'appelle Beltrame, qui avait voulu sauver un otage et puis qui a finalement été tué. Donc un drame qui a marqué beaucoup la ville de Trèbes et la région. Et du coup, ben, nous, on devient les responsables de cet acte terroriste-là, de la mort de ces gens-là, et comme si ils nous disent qu'on a applaudi la mort de Beltrame. Donc voilà, on est dans ces mensonges-là, dans ces trucs-là qui sont Ouais. tellement outranciers que des fois, on ne sait pas comment y répondre. Donc en fait, on a une violence de ce point de vue-là sur les réseaux sociaux qui continue d'ailleurs, hein. Ils ne supportent pas, c'est lui et son équipe, supportent pas évidemment ce que nous, on peut représenter, ce que la gauche peut représenter. Et donc on est dans ce climat-là, mais par contre, on n'a eu aucune... dans tout ce qu'on a, et pourtant on se balade, hein, on se balade entre Ouais. guillemets, hein, on déambule, ce qu'on appelle déambuler, on va discuter dans la rue, on distribue dans les boîtes aux lettres, on colle des affiches, et on a été victime d'aucune agression, ni physique ni verbale, et donc c'est assez marquant quand même, hein, et Ouais. on peut penser que la population, une bonne partie, y compris dans l'électorat du Rassemblement national. Au départ, il y a eu une sorte d'appréhension, parce qu'en fait, c'est comme si les rouges arrivaient, en fait, hein. Attention, Ouais. danger, les rouges arrivent. Et c'est vrai que visiblement, cette région-là, elle a perdu l'habitude de voir du rouge sur les murs. Nos affiches sont rouges. Jusqu'à présent, c'était que du bleu. Et en fait, on a l'impression que les gens s'habituent et qu'au départ, il y avait une sorte de crainte, de réticence. Et plus ça va, plus les jours passent, plus l'ambiance est détendue, plus on reçoit de sympathie. Des gens viennent vers nous serrer la main, nous dire il faut que ça change et tout ça. Bon, on sait pas du tout ce que ça donnera dimanche soir, parce que c'est autre chose, les votes, mais en tout cas, dans l'ambiance et dans les discussions, il y a quelque chose qui est en train de se passer, et c'est comme si la gauche réexistait, une gauche, on va dire, militante, plutôt offensive, et ça peut changer aussi l'ambiance, et Ça ça peut peut jouer. augurer de bonnes choses pour la suite, hein. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on espère, quoi, Ouais. qu'il y a quelque chose, qu'il y a un petit déclic qui se mette en place, y compris dans ces départements qui sont complètement délaissés et qui se sont retrouvés sous la coupe, sous l'influence de l'extrême droite. Ouais, puis si c'est pas dimanche, enfin, on espère que ce sera dimanche, mais si c'est pas dimanche, au moins que ça serve sur moyen et long Ouais. terme pour un petit peu reconquérir tous ces territoires-là qui justement étaient, comme tu disais, avaient plus l'habitude de voir des gens de gauche de combat quoi, sur place. Ouais. Et tu parlais justement du candidat RN, donc Monsieur Barthès, pour pas le nommer, on voit justement beaucoup en ce moment circuler des images de débats dans les chaînes locales où les candidats RN sont plutôt mauvais, on va dire. Mais là, c'est un petit peu particulier parce que vous faites face vous faites face à un candidat qui est quand même un professionnel de la politique, hein, qui est un militant RPR depuis les années 90, qui était ensuite à l'UMP, qui est au FN, au Front National depuis 2002. Donc, est-ce que c'est aussi un signe que l'extrême droite, c'est pas uniquement des gens qui ont été sortis de n'importe où, mais il y a aussi quand même des cadres de l'extrême droite? Est-ce que tu définirais ce candidat comme un cadre de l'extrême droite? Et qu'est-ce que ça change aussi dans ta façon de mener campagne? Ben, on n'a pas l'impression que c'est un cadre. D'accord, Enfin, ouais. quand tu rappelles son curriculum vitae et tout ça, c'est quelqu'un qui a de l'ancienneté. Mais contrairement à d'autres, hein, on a vu des candidatures à Rennes où là, ils ont dû sortir des gens parce qu'ils ne devaient pas en trouver. Lui, oui, effectivement, c'est un ancien droitard, extrême droite et tout ça, avec tous les préjugés, ce que je disais au début. Mais c'est quelqu'un qui visiblement sait pas parler. Enfin, il parle très peu. Il y a même on a des anecdotes de journalistes qui nous racontent qu'en fait, quand il a un temps, il prend pas tout son temps de parole. Il n'arrive pas à le combler. Quand il y a 3 minutes, il en prend que 2. Et quand on a eu le débat sur France 3, mais il n'a pas voulu débattre. Il n'est pas venu. Alors, Ouais. c'est aussi des consignes. National, oui. Mais nationales. d'ailleurs, la raison, la raison Ouais, du refus du débat, elle est assez terrible. ouais. Ce que tu évoquais tout à l'heure, je vais juste lire ce qu'il a dit hein, pour que les gens se rendent compte un petit peu du niveau de ce candidat. Il a refusé le débat par solidarité envers nos forces de l'ordre, je cite, envers les victimes du 7 octobre et de la petite victime de Courbevoie violée parce que juive. Voilà ce que le candidat RN de la Circo de l'Aude a dit pour refuser le débat. Voilà. Alors bon, ça
ça doit marcher un peu tous ces trucs-là parce qu'il y a des gens qui sont pris dans ces ambiances hyper sécuritaires et donc finalement bah, là c'est l'ambiance aussi dans les gros médias parce qu'en fait il ne fait que reprendre ce qui se dit dans les médias, il n'invente rien. Mais c'est vrai que c'est une fois qu'on a dédiabolisé l'extrême droite, reste à diaboliser la gauche et c'est ce qu'ils font quoi et c'est ce que lui il fait. Donc voilà, mais ça va pas plus loin que ça en fait. Mhm. Et on a vu dans les réseaux sociaux, on le surveille quand même, hein. Bon, lui, il nous surveille, ça c'est sûr, parce qu'à chaque fois, il répond à ce qu'on fait. Mais nous, on le surveille pour voir un peu comment ça évolue. Et on s'aperçoit qu'en fait, il ne parle que de nous. Et il est Mhm. dans l'incapacité de parler d'autre chose, de parler même de sa circo, de parler de la région, de parler. Ça va être juste, je suis au service du peuple de l'Aude. Ben voilà, mais ça va pas plus loin, quoi. Et ce Mhm. qui est paradoxal dans cette campagne-là, c'est que finalement, c'est nous qui sommes les plus, j'allais dire les meilleurs, je sais pas comment dire, mais on est les seuls à parler vraiment des problèmes de la région, des services publics, de la peur de l'avenir, des souffrances sociales diverses. Et lui, enfin, il n'y a rien de ce côté-là. Donc c'est un drôle de truc, quoi. Donc en fait, C'est assez récurrent, j'ai l'impression aussi, de la ouais, part ça des doit candidats pas être le RN. seul, évidemment, ouais. Et en fait, ils sont vraiment, enfin, c'est aussi ça le RN, hein. On le voit avec Bardella, qui est un mauvais débatteur. Enfin, je l'ai pas écouté, mais je retrouve les commentaires dans les médias de quelqu'un qui est pas capable d'aller non plus très très loin dans l'argumentation et qui montre beaucoup de points faibles. Et donc, en fait, même les candidats locaux comme ça, qui sont encore moins bons. Mais ils sont dans l'incapacité finalement de défendre des choses, de défendre, comme ils disent, un peuple au doigt. Ils sont pas du tout dans ce truc-là. Ils sont dans la haine du gauchiste, dans la haine de la gauche, et avec tous leurs préjugés, évidemment, le racisme, les anti-écolos, enfin anti-écolos, tout ça. Donc, mais ça va vraiment pas loin. Et ce qui est, bon, après, c'est vexant des fois, parce qu'on se dit des gens comme ça. Ils font 50% dans la circo et ils peuvent même Ouais. atteindre des 70% dans les villages. Enfin, c'est des scores de dingue dans les villages. Ça marche, quoi, hein. Et nous, derrière, avec tout le travail qu'on fait, les tracts, les arguments, enfin, tout le boulot qui est fait aussi sur les réseaux sociaux, d'essayer de mettre en avant justement les difficultés, puis de voir comment nous, par rapport à ces difficultés-là, on a un programme qui pourrait commencer à y répondre. Ouais. Bon, voilà, et donc on essaie de varier les choses et tout ça, et ben malgré tout, le dimanche Mais soir, ce sentiment, il est assez partagé, j'ai l'impression, dans pas mal de circos, et notamment une circo dans les Landes où la candidate est même invisible. Les journalistes n'ont même pas réussi à trouver de photographie de la candidate, et elle a uniquement expliqué qu'elle avait le Covid pour justifier le fait de ne pas avoir fait campagne, et pourtant elle est aussi arrivée en tête. Toi, tu l'expliques comment ça? Ben ouais, non, mais des fois, c'est difficile à expliquer, ça peut nous dépasser aussi, hein, parce que même si on comprend, grosso modo, on comprend ce qui se passe, quoi. C'est-à-dire, en fait, la situation à la fois de crise sociale, de brutalité du système économique qui détruit les solidarités, qui fabrique l'individualisme et qui donc développe la pauvreté, la misère. Donc voilà, ça c'est un peu la base. C'est de Mhm. ça de se nourrir évidemment l'extrême droite. À côté de ça aussi, il y a quand même toujours ce truc qu'il faut pas oublier, c'est qu'en fait, il y a eu des désillusions liées aussi aux trahisons de la gauche quand elle était au gouvernement. Donc Mhm. c'est aussi ce mélange des deux choses, donc un discrédit de la vie politique, il croit plus à rien, et puis en fait ça se tourne vers des grandes gueules, et puis malheureusement aussi dans un contexte, bon ben voilà, quand c'est la crise, quand les opprimés subissent, baissent la tête, ben c'est tout, on se laisse imprégner aussi d'une idéologie dominante, et c'est donc tous les préjugés qui divisent les opprimés eux-mêmes. Donc on est dans tout ça, donc on comprend que finalement l'extrême droite devient un peu cette solution politique. Alors c'est à la fois complètement dingue et en même temps il y a quelque chose de rationnel. Enfin voilà, il y a les deux qui se mélangent quoi dans ce phénomène-là. Et c'est vrai que nous en face de ça, bon, on a des éléments d'explication, mais en même temps on se dit mais merde, comment on en est arrivé là? Et ce qui surtout ça nous remet en cause nous, enfin nous on va dire la gauche radicale, mais bon évidemment l'ensemble de la gauche. Mhm. C'est-à-dire qu'en fait il y a une part de responsabilité aussi, il y a quelque chose qu'on n'a pas su faire, il y a quelque chose à quoi on n'a pas su répondre. Et donc du coup c'est aussi quelque part très problématique à cause de ça, c'est que ça montre, ça révèle notre faiblesse et notre incapacité à pouvoir occuper le terrain et à convaincre. Et là, il y a quelque chose qui nous dépasse. Ça a pris tellement d'ampleur que là, nous, on le voit ici, on se dit, voilà, Ouais. ça va très loin. Donc, en fait, on en revient à cette idée que est-ce que cette histoire de dissolution de l'Assemblée nationale avec cette perspective à court terme d'une extrême droite au pouvoir, est-ce que ça peut faire un déclic suffisamment important pour commencer à inverser le cours des choses?
Et on voit que, en fait, ce qu'on voit, c'est ça qui est bien dans cette campagne-là, c'est qu'en fait, on peut militer au quotidien, mais une campagne électorale, et nous, on n'est pas électoraliste, hein, mais une campagne électorale, finalement, c'est toujours des grands moments. C'est-à-dire, c'est les moments où on sort, c'est les moments où on va À la voir rencontre, on va ouais. coller, on va. Et en fait, et là, en plus, on le fait d'une manière unitaire, donc ça amplifie ça. Et on s'aperçoit que c'est ça qui peut changer la donne. C'est-à-dire, à partir du moment où on réoccupe le terrain, à partir du moment où on argumente, on va voir les gens, on va discuter, on va se confronter. Et c'est peut-être ça le tournant actuellement. Alors, en 2-3 semaines, on se dit qu'il n'y a pas assez de temps pour pouvoir complètement changer la donne, évidemment. Mais ceci dit, le dimanche soir, il se passera quelque chose d'important. Mais après, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est la suite, en fait. Nous, on est sur cette idée qu'il y a on espère, et je pense qu'il y a les conditions aujourd'hui qui le permettront, c'est qu'il va rester quelque chose de cette campagne-là. Et on peut penser que la gauche, avec toutes ses nuances, et puis on verra comment tout ça, ça se débat, comment ça se reconstruit, mais on peut penser qu'on sera dans des positions plus favorables par la suite et qu'il y a quelque chose qui se reconstruit. Et on est dans un nouveau dynamisme aussi dans les combats sociaux qu'on a envie de mener, quoi. Il y a un combat qui se mène aussi à armes inégales, parce que surtout dans les zones rurales, périurbaines, faut faire du porte-à-porte, faut prendre la voiture, c'est long, c'est compliqué, c'est peu de gens à la fois, et en même temps, bah, les gens, ils ont tous la télé chez eux. Et je suppose que c'est un discours qui revient beaucoup, alors je sais pas pour vous, mais qu'on entend énormément dans la bouche des lecteurs du Rassemblement National, c'est je l'ai vu à la télé, je le sais parce que je l'ai vu à la télé, alors que parfois ça concerne des réalités sociales qui sont pas du tout les leurs. Ils voient des événements qui se passent dans des quartiers qui sont pas du tout les leurs et qui sont montés en épingle, des faits divers qui sont exagérés, et pourtant ils se basent sur ça pour voter pour un parti qui finalement leur agite des peurs qui sont pas du tout en rapport avec ce qu'ils vivent au quotidien, mais qui sont en rapport avec ce qu'ils voient à la télévision. Je pense notamment aux médias de Bolloré, mais globalement le système médiatique, quoi. C'est quelque chose dans le discours des gens que tu entends aussi. Oui, mais c'est là où on voit, on débat beaucoup, hein, du rôle des médias, de l'importance des médias dans l'opinion publique, enfin comment ils peuvent influencer, est-ce qu'ils font une élection, est-ce que à quel niveau ils ont de l'influence. Et là, je pense qu'il y a confirmation quand même de l'importance du rôle des gros médias et comment ils peuvent façonner l'opinion et comment ils peuvent, en tout cas, créer une ambiance et installer une ambiance. Et on le voit puisqu'en fait les arguments des gens qui sont ou hostiles ou ben oui, c'est reprendre ce qui se dit partout dans BFM. Alors il y a le CNews caricatural, à la limite, bon voilà, ça c'est ciblé, on voit bien. Et celles et ceux qui vont regarder CNews, on imagine bien qu'ils sont déjà bien imprégnés de tout ça. Mais des chaînes comme BFM, c'est un sale boulot qu'ils font, hein. Et un sale boulot qui doit avoir des conséquences et ça doit marcher en fait parce que mais de toute façon on le voit avec Barthès qui reprend exactement ce qu'il se dit dans BFM et puis les gens qui ont tendance à reprendre ça et c'est vrai que le sentiment ou l'inquiétude sécuritaire et c'est vrai que là on est là encore une fois on est dans des exemples terribles quoi, des villages où même des fois il y a pas d'immigrés, il y a pas de quartier populaire et puis il y a même pas de délinquance, c'est des tout petits villages et tout ça et c'est des villages qui font 80, enfin je disais 70 tout à l'heure. 70 pour le RN. Il y en a qui peuvent aller, je crois, enfin, en tout cas, on va dire dans les 70, ça c'est sûr, et c'est fabuleux quand même. Donc oui, il y a quelque chose, on est vraiment dans une ambiance, quoi, dans une ambiance qui fait que les gens, ils sont empêtrés là-dedans, et puis, et c'est le problème qu'on a, c'est comment on arrive à faire, c'est peut-être pas si compliqué que ça, on sait pas, parce qu'en fait, c'est comme si le cerveau, il était entouré d'une coquille, et le cerveau pouvait plus s'ouvrir à autre chose que ça. Mais ça voudrait dire, pour que ça éclate, on peut supposer que ça aurait toute l'importance justement de comment des réseaux militants se remettent en place, comment on recrée des outils, comment on assure une présence un peu partout. Mais c'est vrai aussi, là on parle des zones rurales, mais c'est vrai aussi dans les quartiers populaires, parce qu'il n'y a pas à idéaliser le quartier populaire. Le quartier populaire, c'est notre façon d'être pauvre, parce qu'il y a les pauvres dans les zones rurales, mais il y a les pauvres dans les quartiers populaires de Carcassonne. Et on s'aperçoit que les discussions sont pas si simples que ça. Y compris avec donc dans ces quartiers populaires les familles maghrébines, les jeunes ou les moins jeunes ou les noirs. Et, donc toutes celles et ceux qui sont d'origine immigrée depuis plus ou moins longtemps. Et donc on pourrait penser que le réflexe serait d'être anti-extrême droite ou en tout cas de mesurer le danger de l'extrême droite tout simplement parce qu'il y a le racisme et l'islamophobie. Et pas forcément. Et en fait, c'est pas si simple que ça. On a des discussions surprenantes. Et c'est là où on voit aussi la perte de
enfin, la dépolitisation ou la perte de conscience politique, et elle fait des ravages aussi dans les quartiers populaires. D'ailleurs, on le voit, l'extrême droite, elle est pas si ridicule que ça dans ces quartiers-là, alors qu'on pourrait penser qu'il y a un truc qui va pas, ça colle pas du tout, quoi. Et ce qui est terrible, c'est ça, c'est que quand on reprend la discussion, quand on revient là, quand on reprend plusieurs fois, enfin, on fait plusieurs visites et tout ça, mais on s'aperçoit toute l'importance qu'il y a de renouer des liens et de rediscuter. Et c'est là où les choses s'ouvrent. Mais c'est vrai qu'on entend des choses en disant, ben bon, si l'extrême droite arrive au pouvoir, ben finalement, s'il me donne du boulot, moi, ça me va. Donc c'est des Maghrébins qui disent ça ou des Blacks, et on se dit mais putain, et c'est nous qui essayons de les convaincre qu'en fait le danger de l'extrême droite il est déjà avant tout contre ces populations-là, et même si c'est contre les pauvres en général, mais on sait bien que Oui, il y a un ciblage particulier. C'est avant tout xénophobe, islamophobe et ultra raciste, et notamment contre les Arabes. Il y a un enjeu de suprématie blanche dans le discours du Rassemblement national, ouais. Et ouais, parce que la parole décomplexée, elle va très très loin, et puis après, ça rethéorise finalement une supériorité blanche, ouais. Et donc, blanche et catholique, enfin bon, après ça se mélange, avant tout blanc, mais enfin bon, on voit bien aussi que derrière, il y a le discours religieux qui revient par moment. Donc voilà, et c'est surprenant, mais ça doit être aussi le résultat d'années où en fait les quartiers populaires aussi ont été désertés par des forces militantes de gauche, parce qu'à l'époque, enfin il y a un temps, c'était notamment le Parti communiste qui était très présent dans les quartiers populaires, sous la forme aussi de syndicalistes, sous la forme d'associations, et là tout ça s'est complètement fragilisé, complètement, même des fois ça a complètement disparu, et là on s'aperçoit qu'en fait il y a tout ce manque-là, quoi, ces années passées à ne plus discuter, à ne plus réfléchir sur la société, et puis donc, encore une fois, à s'imprégner d'une idéologie qui est terrible, quoi, puisqu'elle se retourne contre nous-mêmes. Et donc là, on voit toute l'importance qu'il y a d'être là, de discuter. Et les choses, peut-être, sont pas si compliquées que ça si on arrive à retrouver une force militante un peu partout, quoi. Je pense qu'il y a une bonne illustration de ça. C'est un article qui est sorti dans l'UMA, c'était le 25 juin dernier, qui s'intitulait « Deux villages bretons, une même circonscription ». Pourquoi l'un choisit le RN et l'autre pas. Et on voyait qu'il y avait deux villages bretons qui étaient proches, deux villages dans la même circonscription des Côtes d'Armor, à peu près dans le même complet, très rural et tout ça. Il y a un village où le RN a fait 50 et quelques %, et un autre village où il n'y a que 5 voix qui sont allées au RN. Et donc les journalistes de l'UMA sont allés voir, et en fait ils se sont rendus compte que dans le village qui avait quasiment aucune voix au RN, en fait il y avait tout un travail associatif qui avait été fait, tout un travail de la part de la mairie d'investissement dans des lieux communs avec le même budget. Il n'y a pas vraiment de différence de population, donc on voit que c'est un travail qui dure depuis les années 70, mais c'est un travail de longue haleine, mais ça fonctionne. Ben ouais, voilà. Non, ça c'est pour nous presque une certitude que ça dépend de tout ça, quoi. Alors après nous, voilà, on le voit aussi, quoi. Mais c'est quand même, moi je trouve ça assez spectaculaire. Ça fait 3 semaines qu'on est là, en fait. 3 semaines, nous, enfin moi depuis Bordeaux, voilà, mais que l'équipe s'est reconstituée, qu'elle mène sa campagne. Et en 3 semaines, je trouve que c'est notable. Il y a une évolution. Même si dès le départ l'accueil était super, enfin, mais là les discussions évoluent. Il y a une sorte des fois c'est un peu paradoxal parce que bon, c'est le deuxième tour aussi. Alors même si on est loin derrière le facho, on est au deuxième tour, et symboliquement pour plein de gens c'est énorme. Et on a l'impression que, alors que la photographie est terrible en fait, parce qu'on est des miraculés, hein, on a failli être éliminé parce que pendant un temps dans la soirée, le candidat RN, il était au-dessus de 50. Et c'est petit à petit, au fil des heures, qu'il est descendu au-dessous de 50, au point d'en arriver à 49,3, qui pour une fois était un chiffre qui nous plaisait. Mais donc du coup, le paradoxe, c'est aussi un peu ça, c'est que on a une photographie qui est terrible, c'est-à-dire confirmation d'un écart énorme et confirmation que finalement, ça relèverait de l'exploit de gagner. Mais en même temps, c'est le résultat de ces 2 premières semaines de campagne. On a l'impression qu'il y a un renouveau de la politisation, et avec ça, un espoir qui se renforce. Et un espoir, c'est pas forcément l'espoir de gagner dimanche, mais c'est peut-être l'espoir qu'il y a quelque chose qui se passe réellement dans la société, enfin, parmi les gens, que ça discute. Et hier, on a fait un meeting. Le premier meeting qu'on a fait, c'était la semaine dernière, c'était à côté de Carcassonne, c'était dans un village qui s'appelle Marseillette. On était 300. D'accord. Et on n'exagère pas, hein, c'était 300, un petit peu plus, mais bon, on va dire 300. Et c'était déjà super bien, une super ambiance enthousiaste. Et hier, à Carcassonne, on est plus de 500. Et avec, pareil, une salle pleine, une ambiance, et puis des gens qui y croient, qui prennent des tracts, des affiches, des jeunes, des moins jeunes, des Maghrébins, des Maghrébines, enfin c'était, mais vraiment. Et avec
une sorte de détermination. Et à la limite, c'est moi le plus hésitant, celui qui croit le moins à la victoire. Et c'est les gens qui viennent, qui disent mais si, on va y arriver. Et ça, c'est révélateur de quelque chose qui est en train de se passer. Mhm. Et au-delà de la question de est-ce que c'est réaliste de croire qu'on peut gagner dimanche soir, c'est qu'en fait, il y a comme une sorte de début de revanche, en fait. Ouais. Et moi, nous, ce qu'on espère, c'est que ce soit pas juste une étincelle, une parenthèse Ouais, pendant la campagne. de maintenir ça Mais après le second tour. ouais, mais là, c'est pour ça que je dis, il y a des conditions qui font que il se passe quelque chose de profond en fait. Mais hier, on le disait au meeting, en fait, c'est pas juste la dissolution annoncée par Macron qui fait que, même si là, il y a un côté sursaut, urgence, et Mhm. donc ça nous oblige à faire quelque chose, et c'est pour ça qu'il y a cette union des gauches, et c'est pour ça qu'on est dedans et sans aucun complexe, sans aucune gêne, y compris donc avec des Hollande ou des gens qui sont pas forcément très fréquentables. Donc il y a Mhm. ça qui crée le sursaut, mais on peut penser qu'il y a une histoire aussi parce qu'il y a 1 an, c'était la bataille des retraites. On n'en parle Ouais. plus, mais c'était un formidable mouvement, des grosses manifs avec un macronisme déjà en début de perdition, Ouais. mais qui va utiliser le 49-3 pour pouvoir gagner. Et y compris des manifs, excuse-moi, je te coupe, mais juste y compris des manifs jamais vus dans des villes moyennes ou des Oui, petites ouais. villes. Moi, je me souviens d'une manifestation à Vesoul extrêmement suivie, alors que c'est une ville où la gauche est très très faible, mais je pense qu'avec Carcassonne, ça devait aussi être le cas, et c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis il y avait Guéret, je me rappelle, on a fait des manifs dans des villes moyennes ou des petites communes où c'était énorme, avec des actions de blocage de routes et tout ça. Donc ce mouvement, il est pas si loin, c'était il y a 1 an. Mm. Et déjà, il y avait une aspiration unitaire très forte. Alors ça se situe sur le terrain des luttes, un peu classique, hein, la rue, les manifs, les grèves. Mais cette élection-là, elle n'est pas déconnectée de ce qui s'est passé l'année dernière. Et là, même si on est sur un terrain électoral, on reste quand même sur un terrain de lutte. Et Mhm. même y compris un terrain de lutte de classe. Parce que la lutte contre l'extrême droite, c'est une question de lutte de classe. Parce Mhm. que l'extrême droite est du côté des possédants et du côté de l'ultralibéralisme. Il n'y a pas de doute avec ça. On le voit avec le programme, enfin le Ouais. programme, ce qu'ils arrivent à en continuer à Le programme défendre. Et donc changeant on est dans une et sorte de variable. continuité. Et on pourrait faire le lien avec les Gilets jaunes. Et on pourrait faire le lien avec les révoltes dans les quartiers populaires suite au meurtre de Naël. Et on peut faire même le lien avec les révoltes qu'il y a aujourd'hui, en ce moment, à Nouméa, dans les quartiers Ouais. populaires et autour de Et- Nouméa. Et donc, en fait, il y a une crise profonde qui provoque aujourd'hui des sursauts, qui provoque une colère, alors qui prend la forme d'émeutes ou qui prend la forme de manifestations, même des fois, comme avec la bataille des retraites, de manifestations avec les jeunes à la fin des manifs, à brûler les poubelles et tout ça. Et Mhm. bien, tout ça, ça fait partie de quelque chose qui est peut-être en train de se reconstruire. Et cette élection-là, elle peut peut-être concrétiser ça et puis avoir un début de réflexion sur la suite à donner à tout ça. Mais en tout cas, on est C'est lutte, vraiment ouais. en plein dans un combat et il n'y a pas de raison, quel que soit le score de dimanche, de lâcher prise en fait. Oui, oui, c'est sûr. Puis ça montre qu'on peut trouver une base pour construire quelque chose et que tous les mouvements sociaux qu'il y a eu depuis le début du premier mandat de Macron n'ont pas non plus été vains et que ça peut permettre aussi de ramener des gens, à gauche, quoi. Parce que je pense même que des gens qui sont syndiqués et qui ont participé à ces mouvements votent à l'extrême droite. Malheureusement, c'est des Ouais, choses ouais. qu'on voit, des personnes qui sont même syndiquées à la CGT qui se retrouvent à mettre un bulletin RN dans l'urne. Donc c'est pour ça Mm. aussi qu'il ne faut pas lâcher le terrain, quoi. J'avais une question, alors par rapport au traitement médiatique, on a beaucoup parlé des médias nationaux et puis un petit peu de cette espèce de discours de l'AFI. Alors c'était surtout centré sur l'AFI, mais par ricochet un peu tout le monde. Et puis toi d'ailleurs, tu as pas mal été ciblé, et aussi Raphaël Arnaud, un petit peu, vous étiez Ouais. les diables du nouveau Front Populaire. Mais au niveau local, comment ça se passe avec les journalistes? Parce que je trouve qu'il y a à chaque fois qu'il y a des élections législatives, les gens semblent redécouvrir qu'il y a des médias locaux et qu'il y a des journalistes qui font aussi leur travail différemment dans les médias locaux, notamment pendant les débats avec les candidats. Alors malheureusement, t'as pas pu faire de débat, mais dans tes relations avec les médias locaux qui sont très très importants dans ces circonscriptions-là, parce que c'est souvent un lien qui existe encore avec l'actualité pour les habitants. Quelle a été ton expérience, toi, de cette presse-là? Alors, on n'a pas une grosse expérience, mais on en a une quand même. Déjà, on a l'expérience avec ce qu'on appelle la presse écrite régionale, hein, la quotidienne régionale. Là, pas de Ouais, bol, c'est l'Indépendant, Midi Libre, et puis je sais plus l'autre nom. En fait, ça appartient à à la même famille, et c'est Bailey, un c'est Jean-Michel doctorat Bellet, ouais. Ouais, donc en fait, on est dans un rapport qui ressemble beaucoup aux autres grands médias nationaux, en fait, hein. D'accord, ouais. C'est des médias qui appartiennent à des familles riches et puis voilà, qui font de la propagande politique. Donc, de toute façon, le début, les premiers articles, là, ça s'est calmé. C'est aussi révélateur de ce qu'on fait, quoi, de ce qu'on est en train de Ouais. vivre. C'est qu'en fait,
Dès le départ, l'Indépendant notamment a fait des articles, mais vraiment en reprenant toutes les saloperies du candidat RN, sans aucune nuance, sans aucune analyse. Et il a fallu batailler avec eux pour qu'ils rectifient des trucs, ils nous faisaient dire des trucs qu'on n'avait pas dit, et ils arrêtaient pas. Enfin, la première semaine, ça a été très dur de ce point de vue-là, quoi. Ils faisaient carrément caisse de résonance à tous les préjugés. Donc même chose que les médias le gauchiste nationaux, qui quoi. arrive, le parachuté, enfin voilà. Donc en fait, c'était vraiment déloyal, hein, vraiment déloyal. Mais comme sont capables de faire les médias. Et puis là maintenant, même dans l'Indépendant ou dans les autres journaux, les articles sont, de toute façon, c'est les mêmes articles qui s'emmerdent pas. On croit qu'il y a 3 journaux différents ou 2 différents. En fait, c'est le même contenu, donc c'est assez rigolo quand même. Mais là, ça s'est calmé. Et c'est peut-être aussi, quelque part, je sais pas comment dire, c'est un peu aussi, ils doivent être surpris, quoi. Ils doivent être surpris de ce qui se passe. Ils doivent en avoir des échos. Donc, du coup, ben, c'est des articles qui sont quand même plus corrects, plus équilibrés. Et ça montre certainement que finalement il se passe vraiment quelque chose dans la campagne, quoi. Et puis que quand On on aurait parle eu aux les gens, mêmes articles hostiles, ça aurait été le signe inverse. Là, il y a quelque chose qui se passe dans la campagne qui fait que, y compris ce style de médias, ils sont obligés de le prendre en compte. Et là, sur le meeting, ils font un truc très, enfin voilà, ils disent voilà, il y avait du monde, la salle était pleine. Enfin, donc on a quand même des choses qui se passent de ce côté-là. Après, évidemment, c'est ce que tu dis, c'est les petites radios locales. Donc on a fait une interview, une petite radio associative. Donc là, ils sont très contents de nous interviewer parce que ça leur change un peu. Et après, il y a RCF aussi sur Carcassonne. Oui. Ah ouais, je Et connais puis, bien. il y a un autre média, je sais plus comment il s'appelle, enfin une autre radio aussi. Donc nous, ce qu'on a l'impression, c'est qu'il y a une sorte de curiosité, quoi. Ils nous invitent, mais on est vraiment un peu des extraterrestres. Ils sont tellement pas habitués à voir. Alors en plus, c'est vrai que c'est la particularité quand même, c'est que dans un département dominé par l'extrême droite, le candidat du nouveau Front populaire, c'est un gauchiste, quoi. Enfin bon, ou en tout cas celui qui est connu pour sur des tas de sujets et sur des positions radicales. Et donc du coup, ça a aggravé un peu le côté extraterrestre. Ouais. Mais on sent qu'il y a de la curiosité et puis les choses se passent très bien en fait. Les rapports, voilà, on est interviewé, voilà. Après, on n'a pas assez de recul pour Ouais. analyser un peu plus ou mais ça, je pense que la question qui est posée sur les médias locaux, les radios associatives ou des petits journaux, c'est là dans la montagne noire au nord de Carcassonne, il y a des villages un peu plus à gauche. D'ailleurs, je crois qu'il y a 3 villages, uniquement que 3 où on est en tête. Ah oui. Vu les cartes, c'est c'est quand là même où il y impressionnant. a des militants un peu de gauche ou très de gauche et qui ont un petit journal ils ont un journal qui touche, je dis petit journal, c'est vache de dire ça, c'est un journal de plusieurs pages, ils m'en ont offert un exemplaire et en fait c'est vraiment une activité militante de gauche associative, un journal qui touche la plupart des villages de la Montagne Noire. Et donc ça existe en fait tout ça, Ouais. et il y a de la réflexion, il y a du militantisme, mais ça reste très très discret parce qu'on n'en parle pas. Et Pas une puis grande voilà. diffusion. Mais là, Ouais. ce qui est le bonheur, c'est qu'il peut y avoir une connexion avec tout ça justement entre Carcassonne, des radios, tout ça, et ce qui est en train de se passer à travers la campagne, ça peut être aussi un moyen de reconnecter tout ça. Et de toute façon, on pourra changer les choses que si on est en capacité de faire converger ces actions, ces initiatives, et avec toutes leurs nuances et tout ça. Enfin voilà, donc il y a quelque chose qui en tout cas est là, existe, et il faut que ça reprenne de la force. Ouais, puis on a vu que même ce qu'on disait tout à l'heure sur la discussion, hein, simplement en parlant avec les gens, bah là vous avez fait changer un peu d'avis l'indépendant. Et est-ce que c'est peut-être aussi dû au contexte médiatique où on a eu une très 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 longue séquence d'attaques sur la gauche extrêmement violente, qui a culminé à mon avis avec Macron qui parle de programme immigrationniste pour parler du programme du NFP, qui est un terme qu'on retrouve à l'extrême droite la plus radicale. Et aujourd'hui, maintenant qu'il y a les retraits, maintenant qu'il y a le retour d'un espèce de front républicain, j'ai l'impression que ça se calme un petit peu. Est-ce que c'est pas un petit peu du suivisme aussi quelque part, hein, simplement il y a certains médias qui, j'ai l'impression, suivent l'air du temps et disent bon bah là maintenant on fait le front républicain, donc on oublie tout ce qu'on a dit un peu avant et puis on va commencer à être un peu plus calme avec la gauche. Mais ce qui est assez aussi paradoxal vu qu'ils mettaient un signe égal entre la gauche et le RN il y a encore une semaine et demie, quoi. Ben oui, alors nous on est pris dans la campagne, donc peut-être que dans l'équipe il y a des camarades qui suivent plus ce qui se passe dans les médias nationaux, mais c'est vrai que moi je suis un peu moins, mais je regarde quand même de loin. Et ce que tu dis, oui, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, quoi. Ils ont tellement fait les cons pendant tout le début, là, les médias,
en faisant caisse de résonance aux idées les plus réactionnaires, peut-être qu'aujourd'hui, on ne sait pas en fait ce qui se passe, mais il y a une sorte de début de rééquilibrage, effectivement. Alors, soit ils prennent peur maintenant, mais je ne sais pas dit, ça, on a l'impression quand même que les gros médias, y compris BFM, hein, on a Mhm. l'impression qu'ils sont prêts à ce que l'extrême droite arrive, ça ne les dérangerait pas tant que ça. Mais alors, est-ce qu'aujourd'hui, ils se rendent compte que c'est peut-être finalement dangereux, y compris pour eux, hein, ce qui est quand même pas compliqué à imaginer, mais bon. Mais c'est aussi peut-être lié à l'inflexion du côté de Macron, même si ils font toujours un peu n'importe quoi, mais Attal, Macron, ils sont un peu partagés entre le désistement, oui, il faut quand même pas que l'extrême droite gagne et tout ça, machin. Alors, est-ce que on ne sait pas, en tout cas, ça vasouille quand même à minima. Et c'est pas, ça, c'est loin d'être clair en fait hein, sur le Ouais. danger de l'extrême droite. Mais bon, en tout cas, il y a une petite inflexion et il y a peut-être moins d'attaques, moins de trucs bourrins là contre la gauche, contre la LFI, contre Mélenchon, contre nous. Parce que j'ai eu quand même les oreilles qu'on sifflait, parce que je crois qu'il y a énormément de ministres, tout ça, qui utilisaient mon nom pour dire, regardez à quel point la gauche, elle est dangereuse. Ouais. Et donc oui, j'ai bien senti qu'il y avait quelque chose qui se passait, y compris autour de mon nom. Mais oui, ça se calme un peu, l'image de ce qui se passe peut-être dans l'indépendant, mais on ne sait pas en fait. Je sais pas. Qu'est-ce que ça traduit vraiment? Ouais. Est-ce que c'est une crainte que finalement l'extrême droite arrive au pouvoir, ou est-ce qu'ils se rendent compte maintenant qu'en face c'est des nuls et des dangereux? Je Ouais, sais pas. c'est difficile à dire, mais du coup, ça donne lieu à une situation qui est un petit peu particulière là, parce que on se retrouve donc dans une situation où bah, des candidats de gauche qui ont appelé à voter pour des figures qu'on n'avait pas forcément envie de revoir à l'Assemblée. Je pense à Elisabeth Borne, mais je pense surtout à Gérald Darmanin. Est-ce que c'est compliqué, ça ne nourrit pas aussi ce discours du Rassemblement national qui consiste à dire, regardez, Eh ouais. ils sont tous d'accord entre eux, tous ces partis sont d'accord entre eux, et nous, on est les laissés pour compte, on est isolés dans le débat Mm. politique. Est-ce que le risque, c'est pas que même si ce Front républicain fonctionne, en fait, c'est simplement un sursis et que ça nourrisse énormément le discours du RN? Non, mais là, c'est sûr que c'est un problème, hein. Là, on est loin de partager un peu sur beaucoup de choses qui sont dites par des responsables de gauche. Bon, déjà, c'est le vocabulaire qui est utilisé, qui est problématique à notre avis, c'est cette histoire de front républicain. Ouais. C'est hyper confus, tout le monde utilise ça, de toute façon, tout le monde est républicain, le RN est républicain. Enfin, voilà, donc qu'est-ce que ça veut dire un front républicain? C'est quand même hyper confus et très, très mauvais, en fait, politiquement. Mhm. Et donc, du coup, utiliser le Front républicain et en disant on se désiste, et alors ça va jusqu'à ce que tu disais, jusqu'à Borne ou Darmanin, il y a peut-être d'autres exemples comme ça. Nous, ça nous apparaît complètement contre-productif et dangereux de faire ça. Alors, on peut comprendre que la gauche réfléchisse à ça et se montre aussi, puisqu'on est dans une logique anti-RN, donc il faut absolument enlever tous les moyens au RN d'être majoritaire. Donc, à la limite, ça peut se discuter cette histoire de désistement dans plusieurs cas de figure, y compris quand c'est des macroniens. Pourquoi pas? Il faut voir les situations au cas par cas, mais tel que ça a Mhm. été fait, c'est pas bon en fait. Enfin, je pense pas que ce soit bon et que ça, effectivement, ça ne peut que renforcer des confusions ou des difficultés politiques et ça peut apparaître comme ces politiciens qui finalement se rangent ensemble à un moment donné ou à un autre. Et donc, ouais, ça c'est problématique. Nous, on parlerait plutôt de front démocratique, par exemple, s'il faut Mhm. discuter de ça et de voir au cas par cas dans quel cas c'est raisonnable et dans quel cas ça ne l'est pas. Et dans le cas de Darmanin et de Borne, c'est quand même a priori pas du tout raisonnable de se désister pour des gens comme ça. Parce qu'en fait, ça n'a aucun sens de discuter, de barrer la route au Rassemblement national en votant pour des gens qui ont pris la responsabilité et qui ont mené directement des politiques et qui ne pouvaient que favoriser l'extrême droite. Et puis Oui. pas seulement ça, hein, qui nous ont attaqués de plein fouet, parce que favoriser l'extrême droite, c'est pas juste leur donner la place, c'est aussi en fracassant la population, en aggravant la situation sociale, les souffrances sociales. On sait que ça renforce un terrain favorable au désespoir et à des désillusions et donc à des basculements vers l'extrême droite. Donc Mhm. Borne et Darmanin sont des éléments hyper dangereux et je vois pas comment on peut appeler à voter pour des gens comme ça sous prétexte de barrer la route au Rassemblement national. Voilà, donc, et puis en plus, donc, dans ce côté front républicain, mais d'ailleurs qui permet de faire tout et n'importe quoi en fait. Mhm. Donc oui, il y a la question d'un front démocratique, la question de... Parce qu'on peut très bien s'allier avec des bouts de droite aussi contre l'extrême droite, c'est pas le front... antifasciste, il peut aussi concerner évidemment des gens de droite, démocrates. Donc ça, c'est pas en soi un problème, mais ça veut dire dans quel terme on le fait.
Et il y a besoin de termes qui permettent de clarifier les choses. Et donc, on défend nos libertés, on défend des droits démocratiques, et ça peut se faire donc avec des gens qui sont pas forcément de gauche. De toute façon, on le fait déjà avec des gens qui sont pas forcément de gauche. Parce Oui, que, mais le système électoral des législatives fait que ça arrive. est-ce que Hollande est encore de gauche? Il faudrait des années d'études, je pense, pour arriver à conclure. Mais donc voilà, mais nous, on n'est pas du tout sur cette idée-là. Enfin, ça nous dérange. Et on essaie, nous, d'avoir une campagne de toute façon, la plus à gauche possible, la plus aussi sur un terrain de classe, et en fait faire ce lien permanent entre la montée de l'extrême droite, le racisme, la xénophobie, le colonialisme aussi, parce que je pense que c'est important que la gauche se réempare de l'anticolonialisme. Donc ça, et en lien avec le système économique actuel, des ultra-riches qui s'enrichissent sur le dos de la population, et faire ce lien entre la brutalité de la crise capitaliste, la brutalité du système capitaliste, la domination de cette classe qui écrase les populations, et à côté de ça, les idées d'extrême droite, réactionnaires, le fascisme, qui sont de toute façon des solutions extrêmes pour les possédants. Donc en fait, c'est pour ça que le vote Macron-Darmanin, le vote Borne-Darmanin, ça peut pas le faire dans ces conditions-là, quoi. D'ailleurs, je profite que tu parles d'anticolonialisme parce que peut-être un mot sur la Kanaki Nouvelle-Calédonie, là où le second tour des législatives, ça a été un nouveau prétexte à cette gestion coloniale qui a déjà été dénoncée. Donc il y a les dirigeants de la CCAT là, qui ont été emprisonnés sur le continent européen. Et là, il y a une prolongation du couvre-feu, j'ai vu ça, jusqu'au 15 juillet. Et l'interdiction des rassemblements. Donc là, on est toujours dans cette gestion extrêmement spécifique coloniale à la Kanaki Nouvelle-Calédonie. Comment toi, tu peux aussi articuler sur le terrain en campagne ces questions-là qui nous concernent toutes et tous en fait ici aussi, par rapport à des situations très concrètes pour les habitants de la circonscription où vous faites campagne? Alors évidemment, c'est des sujets qui malheureusement ne sont pas quotidiens dans les discussions qu'on a Ouais. durant la campagne, mais on le fait apparaître. Peut-être que dans le nouveau Front Populaire, je sais pas, je me rends pas compte, ça apparaît peut-être pas suffisamment, mais nous, dans le meeting, on a abordé cette question-là, parce que ce serait quand même terrible au moment où on discute d'une gauche qui se reconstruit, et puis de mettre en avant un programme à la fois social, sociétal, environnemental, offensif, qu'on revendique en rupture. Ce serait quand même terrible de ne pas aborder la question coloniale, qui est liée de toute façon au racisme, hein, parce que le racisme, c'est le produit aussi du colonialisme. Et donc, du coup, oui, on exprime notre solidarité, bon, à la fois évidemment avec la lutte du peuple palestinien, mais ici, c'est important parce que là, c'est l'impérialisme français, c'est l'État français, c'est la République française. Et c'est pour ça que le Front républicain, c'est toujours problématique, parce que la République, ok, c'est chouette, c'est la démocratie. Normalement, c'est la démocratie, mais l'histoire de la République française, c'est quand même pas une histoire non plus profondément démocratique. Et surtout, c'est une histoire aussi d'une république coloniale, d'une république raciste, avec des lois racistes contre les gitans notamment. Mais voilà, donc du coup, c'est bien aussi que la gauche se repositionne clairement sur ces choses-là. Et donc, c'est l'expression d'une solidarité à l'égard des Kanaks qui sont aujourd'hui en lutte. Et on sait que les Kanaks sont en lutte à la fois contre le racisme, contre le colonialisme et le pillage de l'État français qui continue, mais en même temps contre une crise qui fait que les plus pauvres en Kanaki, ce sont les Kanaks. Et ils sont chez eux et ils dominent rien, ils contrôlent rien, et ce sont les plus pauvres. Et quand ils gueulent, quand ils osent relever la tête et dire ah ben ouais, ben nous on revendique quand même des droits. Et là ils se font fracasser. Et là c'est aussi toute la subtilité du macronisme, c'est la brutalité de l'État français. Dès qu'il y a une contestation, hop, et là c'est complètement décomplexé. Et se mélange à ça évidemment la traditionnelle politique de l'État français colonial. On l'avait vu il y a 60 ans avec la guerre d'Algérie. Dès que des peuples revendiquent des libertés, c'est la répression, c'est l'armée, c'est la guerre. Et en Kanaki, on voit aussi le mécanisme qui est bien en place, présence militaire renforcée, et puis état d'urgence, et puis déportation de 7 prisonniers Kanaks, censés être responsables évidemment de la délinquance à travers les émeutes des jeunes. Voilà, voilà, c'est dégueulasse, et il faut que nous, on exprime une solidarité entière et qu'on trouve les moyens d'aider, mais ça veut dire contester l'État colonial, c'est revendiquer le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, comme pour l'Ukraine, comme pour la Palestine, c'est vrai aussi évidemment pour la Kanaki, et notamment nous en tant que résidents français ou de nationalité française, c'est encore plus important aussi de dénoncer cette politique coloniale française, quoi. Il y a un autre aspect aussi qui a été utilisé par le candidat RN pour s'en prendre à toi et plus largement au NPA. Il parle de la solidarité vers les forces de l'ordre, la question de la police qui revient souvent,
l'idée de désarmer la police et tout ça qui est beaucoup utilisé par les adversaires du NPA. Et je voudrais juste un mot pour Ammar, qui est un sans domicile fixe algérien, qui a été tué à Bobigny là, récemment de 7 balles par un policier, qui était pas 7 balles, qui a été tué. Il a pris des photos du corps, il l'a envoyé à ses collègues, il a invoqué la légitime défense. Donc c'est une histoire qui a pas fait vraiment beaucoup de bruit parce qu'on est en pleine campagne, mais j'ai aussi l'impression que les polémiques diverses et variées, les questions qu'on a posées à Marie Tondelier sur Mélenchon ou sur le clip de rap, ça masque aussi cette réalité des violences policières que vivent tous les jours les gens des quartiers populaires et que vivent aussi de façon différente les gens qui participent à des manifestations, qui ont vécu les gilets jaunes. Est-ce que c'est des questions que vous mettez aussi en avant pendant cette campagne? Mais en fait, on les met pas trop en avant là, mais parce que on est dans un département. On en parlait au début là avec l'histoire du drame de Trèbes, hein, la mort Hmm. des 4 otages et du gendarme. Et donc du coup, c'est un sujet hyper tendu, hyper compliqué, et parce qu'une partie de la population considère effectivement, et ben voilà, parce que je suis là en fait, hein, je symbolise un peu l'anti-flic. Hmm. L'anti-flic, et puis même, bah, c'est là où je disais au début, c'est qu'en fait, dès qu'on dénonce, mais on l'avait vu déjà avec les réflexions de Macron ou de Darmanin, dès qu'on parle de violence policière, parce qu'ils veulent pas en entendre parler, pour eux ça n'existe pas, mais donc dès qu'on dénonce les violences policières, ben, par glissement immédiat, on est anti-flic et tueur de flics. D'ailleurs, un Hmm. manifestant ou un éco-terroriste, comme on a vu à Sainte-Soline, ça devenait des tueurs de flics. En tout cas, ils avaient envie de tuer du flic, enfin, c'est ce que disait Darmanin. Et donc tout ça, c'est bien repris par le facho du coin. Et une partie de la population s'imprègne de ça, quoi, considère effectivement que c'est la remise en cause de la police, et la police c'est quand même le garant de la sécurité pour les populations. Et donc on devient à la fois anti-flic, et puis avec l'histoire du désarmement, c'est pareil, ce glissement, parce qu'on pose le problème. Alors évidemment, personne ne réfléchit à ça, personne ne va vérifier ce qu'on dit vraiment, mais le désarmement de la police, c'est comme si en fait la police, y compris face au terrorisme ou face au grand banditisme, les policiers seraient désarmés et puis feraient la loi sans armes, et donc du coup on amènerait à ce que les policiers soient tués facilement. Enfin bon, donc Hmm. on est là-dedans. Donc du coup nous on sait pas trop comment gérer ça, et on a eu une sorte de prudence qui est possiblement à tort de pas aborder ça. Mais c'est vrai que de toute façon dans les discussions ça ne vient pas non plus en fait. Il y a quelques bon les plus réacs ou les plus fachos ou les plus convaincus du vote RN évidemment qui mettent ça en avant, mais les discussions qu'on a au quotidien dans la campagne, que ce soit dans les quartiers populaires, dans Carcassonne ou dans les villages, en fait, c'est sur l'absence de services publics, c'est voilà comment on fait pour aller au bahut pour les jeunes ou pour aller travailler. Il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de service d'urgence ou très peu, il n'y a Hmm. pas un service public. Enfin, il y a un démantèlement, donc c'est ça qui revient. Et puis évidemment, la difficulté de bosser, les contrats précaires, donc c'est tout ça. Et puis du point de vue de la ruralité, c'est les questions climatiques pour les viticulteurs, la sécheresse, parce que ça devient de plus en plus problématique. Comment on peut changer, est-ce qu'on peut changer, tout ça. Donc c'est ça les discussions en fait. Et Hmm. on est rarement, très rarement, à part les hostiles, dans ces questions de sécurité, de police, voilà. Ouais, c'est ce qui Mais revient le plus souvent. je C'est ce pense qui qu'il revient le plus faut souvent, pas. c'est les services publics quoi, qui reviennent le plus souvent. Ouais. Ouais, service public. Et puis donc, du point de vue de la ruralité, c'est comment un agriculteur, comment un exploitant, comment un salarié agricole peut vivre de son travail. Et c'est aujourd'hui très compliqué parce qu'en plus, on sait bien que la crise du monde capitaliste, c'est tout qui est en crise. Et donc, évidemment, on l'avait vu, ça avait été illustré par le mouvement des agriculteurs il y a quelques mois. Donc, le système agricole est en crise profonde. Et la crise profonde, en fait, c'est que les gens, ils vivent pas de leur travail. Donc, Hmm. c'est ça qui revient. Et voilà. Mais après, ceci dit, comment nous on gère cette question-là? Je pense qu'il faut qu'on en parle parce que ça fait partie des débats. Alors, est-ce que c'est la première discussion qu'il faut qu'on ait? C'est pas forcément évident ici parce que ça veut Ouais. dire que c'est un peu compliqué. Mais ceci dit, il faut pas lâcher la chose parce que c'est là, on a eu une réunion d'élus il y a pas longtemps. C'était très chouette, quoi, pour le début du deuxième tour. Parce qu'en fait, la gauche, elle a été divisée. Un bout du PS qui est sous contrôle de Delga avait présenté une candidature dissidente. Ouais, qui a été éliminé d'ailleurs de justesse au Qui était derrière premier nous, tour. et heureusement, et ça a permis donc de créer les conditions d'une réunification de la gauche. Donc, on a pu faire une réunion d'élus qui était libérée des contraintes des pouvoirs du PS local. Et donc, dans cette réunion-là, qui était très sympa, on a pu faire le point calmement, un Hmm. peu où on en était, et puis donc d'essayer de se remettre en ordre de bataille pour le deuxième tour. Et là, on a eu une intervention de quelqu'un qui est je ne sais pas s'il était conseiller municipal ou pas d'un village à côté,
et qui lui est intervenu directement sur cette question-là, quoi, en disant oui, D'accord. Ouais. la violence policière, enfin vous dénoncez les violences policières, le désarmement de la police, et, voilà, alors c'était pas trop mal parce que en fait c'était une question pour essayer de comprendre un peu notre Mhm. position. Donc ça a permis de développer là-dessus la personne qui posait la question semblait peut-être pas convaincue, mais Et, rassurée un peu sur la d'accord. façon dont on pose le problème. Mais ça montre aussi l'importance qu'il y a de discuter de ça, parce qu'en fait la question de la police, bon nous on est assez radical, c'est vrai, nous on dit qu'il faut, bon c'est dans le programme du Front Populaire aussi, hein, la Bravem qu'il faut dissoudre. Nous la BAC c'est pas dans le programme, je crois, mais nous on pense qu'il faut dissoudre la BAC Ouais. aussi. Donc en fait c'est la question du désarmement des forces de l'ordre, c'est désarmer tous ces services de police qui sont au contact de la population et qui jouent un rôle de répression en fait. Ouais, et puis Et c'est radical dans le contexte politique actuel, mais en soi, c'est pas d'une extrême radicalité non plus, mais tout juste à de fait. supprimer certaines sections de la police. Ouais, tout à fait, puisqu'en plus, c'est des débats qu'on peut retrouver aux États-Unis. Bon, en plus, le pays, peut-être là où les violences policières sont les plus fortes. Mais bon, il y a des discussions suite avec Black Lives Matter, suite à la mort de George Floyd. Il y a eu quand même pas mal de discussions sur cette question de réformer la police, de faire une autre police, et que la population, elle a un contrôle sur la force de police. C'est des discussions qu'il y a aussi en Angleterre, parce qu'on sait que la police, elle est beaucoup moins armée que la police française. Et puis même dans des pays du nord de l'Europe. Enfin voilà, en fait, c'est pas un débat de gauchiste. En fait, c'est pas une réflexion Ouais. juste d'anticapitaliste. C'est aussi des vraies réflexions. Et c'est normal que la population elle se pose le problème sur la police, sur l'armée, à quoi ça sert. C'est une question de démocratie, de pas laisser des corps de police complètement autonomes. D'ailleurs, on le voit avec Alliance, avec les syndicats qui sont complètement sous domination, je sais pas comment, de l'extrême droite. Il y a ce danger de force de l'ordre complètement autonome. Même le gouvernement, il n'a pas forcément complètement la main là-dessus. Donc c'est très dangereux pour la population. Et puis dans force de l'ordre, il y a ordre. Et nous, on combat l'ordre tel qu'il est aujourd'hui, l'ordre des Mhm. possédants. Donc il y a aussi tout ça à discuter. C'est intéressant en fait. Mais c'est là où la gauche et plus largement, il faudrait on réapprenne à discuter de ces choses-là et que la population, elle se mêle de ça. Il faut qu'on Ouais. se mêle de ça. Donc c'est pas la peine de faire comme si c'était hors sujet. Enfin, ça nous concerne. C'est des discours qui sont accessibles, je pense, même dans une circonscription rurale Oui, et compréhensibles immédiatement. C'est un contre-discours que simplement les gens n'ont jamais entendu. Donc il peut y avoir ouais. aussi l'intérêt à parler de ça, quoi. J'avais une question. Imaginons dimanche soir, tu es élu député, euh, tu rentres à l'Assemblée, buvette, chauffeur, assistant parlementaire. Comment on gère à la fois sa radicalité dans une institution comme celle-ci? Parce que pour avoir du poids, on doit travailler avec d'autres députés, on doit faire des concessions, on doit faire des compromis. Est-ce qu'on peut être radical sans être marginalisé et avoir du poids politique sans trop se modérer? Comment on fait? Alors là, j'en sais strictement rien. Et on n'en sait strictement rien, parce que je crois de toute façon, on n'a aucune expérience là-dessus. On voit un peu comment ça se passe avec les élus de la France Insoumise notamment, hein, même l'adversité qu'il peut y avoir, la Mhm. brutalité qu'il peut y avoir. Enfin, ça a l'air très très compliqué. Donc du coup, quand on voit ça, franchement, ça donne pas vraiment envie d'y aller, quoi. Hein. Ouais. Euh, Bon, il n'y a pas de donc ça, chauffeur, c'est on me un dit dans le aspect chat, des pardon. choses. Moi, je suis élu au conseil municipal de Bordeaux, donc ça n'a pas grand-chose à voir, mais quand même, bon, c'est des étages inférieurs. Et je suis élu, de fait, aussi, c'est le même mandat à la métropole bordelaise, donc il y a 103 élus, et moi, je suis tout seul de la gauche radicale, de la gauche anticapitaliste. Et c'est déjà une corvée d'y aller. Hein, c'est déjà très compliqué, je trouve, Hmm. parce qu'en fait, gauche-droite confondue, en plus, hein, malheureusement. Et là, on est dans une campagne à gauche, et on espère que la gauche va aussi retrouver certaines valeurs de gauche, mais c'est terrible de voir ce monde politique complètement intégré au système et avec une forme de mépris social, une forme d'arrogance, une forme de domination sur des courants comme les nôtres. Et donc, et on voit à quel point ça peut être violent quand des militants ou des élus de la France insoumise se retrouvent à défendre la Palestine ou les retraites. Voilà. Donc, du coup, ça fait un peu peur quand même, quoi, parce que Mhm. on sait très bien que on est dans un monde très dur, très violent, et qu'il y a un combat politique à mener contre des ennemis politiques. Mais c'est vrai que le vivre au quotidien dans une assemblée, ça fait un peu peur parce que ça, enfin, voilà. Donc du coup, voilà, on n'en est pas là parce que c'est pas le plus probable. Mais par rapport à ta question, il est évident que si jamais on gagne dimanche soir,
Ça veut dire qu'on a intérêt à vite discuter de comment on s'y prend. Bon, alors après, on a des camarades qui ont déjà de l'expérience, hein, à la LFI, puis même on va parler large, hein, même à gauche, on peut trouver heureusement des points d'appui, une expérience et tout ça. Mhm. Et puis aussi, je pense du côté des élus comme Jean-Victor Castor, élu guyanais. Que je connais. Donc du coup, on sait qu'on trouvera de toute façon des camarades, des lutteurs, des anticoloniaux, des gens qui ont des vraies valeurs démocratiques ou de gauche et qui font qu'on pourra s'intégrer quand même dans des choses et qu'on pourra apprendre au contact de ces gens-là. Mais bon, voilà, ça sera une véritable découverte, hein. Mais déjà, faire un deuxième tour, ça fait bizarre, hein. Ouais. Je sais plus, Fred Sochard qui a fait les dessins, mais ça a été repris aussi par d'autres dessinateurs comme Alan Barth et tout ça. Le fait que voter Poutou, c'est voter utile, c'est marrant aussi. Et donc on se Ouais. retrouve déjà dans quelque chose qui, on n'est pas du tout habitué. Et donc c'est comme si on rentrait dans un autre monde. C'est comme si on était dans la Ligue 1 de football maintenant, là, alors qu'avant on était quasiment dans le sport amateur. Et voilà, donc déjà, il faut qu'on apprenne vite quand même, hein. On se retrouve dans des positions qu'on n'avait pas prévues. Et c'est vrai qu'il y a un mois, on n'aurait jamais pensé qu'on se retrouvait dans cette situation-là, quoi. Mais un discours une affiche, je sais pas si c'est ton équipe de campagne ou c'est quelque chose qui a été fait par d'autres militants, mais que j'ai beaucoup aimé, où c'était marqué Philippe Poutou à l'Assemblée, on n'a jamais essayé. Ouais, Vous retourniez ouais, cet argument qui est très très courant chez les électeurs ouais. Rassemblement National, disant l'extrême droite, on n'a jamais essayé. Bah justement, la gauche radicale, la gauche aussi radicale que le NPA à l'Assemblée, on n'a jamais essayé. Et là, c'est vrai, on n'a vraiment jamais essayé en fait. Autant l'extrême droite, on a déjà un peu essayé au siècle dernier et puis dans d'autres pays. Des élus gauchistes, c'est quand même très en France. Enfin, je sais pas s'il y a eu. Nous, on avait Alain Krivine et Roselyne Vaqueta et des camarades de Lutourière qui avaient été élus au Parlement Ouais. européen il y a une vingtaine d'années. À l'Assemblée nationale, non, des anticapitalistes, on n'a pas essayé. Puis même l'idée d'un ouvrier au chômage, enfin voilà, il y a plein de choses qui se jouent là-dedans qui seraient intéressantes. Mais c'est là où autant ça donne pas envie d'être élu quand on voit comment ça se passe, quand on voit les limites démocratiques des institutions. Mais Mhm. autant une victoire dimanche soir pour nous. Bon, évidemment, une victoire de la gauche, du nouveau Front Populaire dimanche soir, ou en tout cas, si on pouvait se retrouver en première position, ce serait déjà un événement et ce serait chouette. Mais une victoire ici dans l'Aude pour nous, ce serait énorme. Je pense que ça aurait un impact national parce que ça Ouais. symboliserait beaucoup de choses aussi sur des questions démocratiques, des questions sociales, des questions même de remettre dans la gauche des idées radicales. Je pense que ça jouera un rôle très important. Donc évidemment qu'on aimerait bien que ça arrive parce qu'on sait que ce serait un facteur facilitant pour la suite. Là, c'est la dernière ligne droite. C'est quoi le programme pour cet après-midi, ce soir, pour la fin de la campagne? Et là, on fait des équipes. Là, ce matin, il y a eu, comme on fait un peu d'habitude, c'est des secteurs en répartis, donc collage d'affiches, distribution de tracts. C'est assez grand la circonscription, donc évidemment, on a Carcassonne qui est un endroit important pour nous parce que c'est toujours plus facile de militer dans un endroit où il y a une concentration de Ouais. population et plus compliqué quand il faut, surtout en aussi peu de temps, parce que là, on a eu 2 semaines plus une. Quand on voit le territoire, c'est impossible de s'occuper de tous les villages. Donc, du coup, il y a quand même une tentative de répartir les choses avec des équipes et on a cette chance d'avoir des volontaires, hein, et c'est pas que des militants, c'est des gens, des jeunes notamment qui viennent, qui veulent faire. Donc ça, c'était ce matin et ça va continuer cet après-midi. Et là, ce qu'on va faire, c'est déambuler dans Carcassonne cet après-midi. C'est la dernière demi-journée avec des tracts pour les boîtes aux lettres. On va discuter. Enfin voilà, on va prendre du temps parce que c'est bien d'être visible et c'est bien de se retrouver voilà, puis il fait beau, voilà, puis la ville est agréable, donc Il c'est fait aussi beau. S'il y a tant des mieux. gens qui sont dans le chat, qui sont à Carcassonne, vous pouvez aller filer un coup de main Ah au ouais. NPA, hein, ce serait sympa. Au NPA et à l'ensemble de la gauche, et on a le local au 69 rue de la Liberté à Carcassonne, pas loin de la place du Square Chenier. Voilà, Ouais. pas loin de la gare. Donc on est assez bien placé. Donc oui, c'est l'occasion de venir là. Il y a des tracts à prendre, des affiches à prendre. Il y a voilà. Et alors ce soir, je sais plus si on fait quelque chose. Il est possible, je me rappelle plus. Voilà. Et puis demain et dimanche, bon, il y a plus de campagne officielle, mais bon, ça n'empêche pas de qu'on discute. Et donc voilà, on a quand Oui. même, on va pas lâcher prise jusqu'à dimanche soir, quoi. Et voilà, puisque je allais dire aux gens, je sais que la plupart des gens qui viennent regarder l'interview, c'est probablement pas des électeurs du RN de la première circonscription de l'Aude, mais après tout ce qu'on a dit là, il y a pas mal de choses qui ont été dites par Philippe Poutou. Vous avez le moyen de faire le pressing jusqu'au dernier moment sur vos proches qui sont un petit peu hésitants ou qui savent pas s'ils vont aller voter ou qui limite veulent voter Rassemblement National. Continuez le pressing.
Hein. C'est aussi ça, à ça que ça sert ce genre d'émission, plus qu'à convaincre des gens directement, ça sert à vous donner, vous, des armes pour aller convaincre vos proches. Voilà, vous devez être vous devez être le relou de votre famille jusqu'à l'élection, jusqu'à le dimanche soir pour que les gens aillent voter. Et il y a un truc qui est possible de faire, parce que nous, on est vachement sur les réseaux sociaux, enfin complètement maintenant, et on met en ligne des vidéos de soutien. Et donc, ce qui est notable de notre côté, c'est qu'on a une vidéo de soutien d'Olivier Faure et une vidéo de soutien de Marine Tondelier. Donc, c'est pareil, ça peut être des vidéos qu'on peut faire circuler parce que c'est aussi très révélateur de la situation, quoi, quand des Olivier Faure du PS ou des Marine Mhm. Tondelier des Verts affirment un soutien à la candidature Philippe Poutou dans l'Aude. Voilà, c'est important parce que derrière, il y a vraiment cette question de danger immédiat avec l'extrême droite et comment on peut se retrouver ensemble. Donc, c'est des vidéos qui peuvent qu'on peut faire circuler. Et il y a aussi pas mal de gestes sympas de dessinateurs. J'ai dit tout à l'heure, Fred Sochard, Alan Barth, Marc Large, Aurel. On fait des dessins aussi, nous ont offert des dessins pour Mhm. illustrer un peu notre campagne, qu'on met en ligne aussi. Voilà, ben, on les remercie. Ben voilà, bon, c'est pour montrer aussi que il y a pas mal de soutien autour. C'est vraiment une campagne très particulière et qui est très chouette. Et donc, en faisant circuler toutes ces choses-là, ça peut aider à convaincre. En tout cas, on compte là-dessus, quoi. Et discontinuer les edits de Philippe Poutou sur TikTok également, nous dit-on dans le chat. Voilà, ça fait partie aussi de la propagande qu'il faut faire pour inciter les gens à aller voter. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Philippe, d'avoir accepté de prendre une bonne Merci. heure de discussion pendant ta campagne qui doit être très très active. Bon, eh ben, on croise les doigts. Franchement, j'espère vraiment vraiment que cette circonscription, même si, comme tu le disais, le score du RN était très élevé, mais bon, on lâche rien, on va pas désespérer maintenant hein, qu'il y ait une majorité nouveau Front Populaire et que Philippe Poutou puisse être élu à l'Assemblée nationale. Ce serait vraiment super. Et puis voilà, tout le monde dit merci dans le chat, te donne de la force, voilà, donc bon courage à toi, puis à toute ton équipe de campagne, hein. Je sais qu'il y a des gens qui sont hyper mobilisés, qui sont très motivés Mm. pour faire leur possible, et puis, comme on dit tout à l'heure, si c'est pas maintenant, ce sera plus tard, parce que bah voilà, c'est pas un travail qui sert à rien. Ah oui, c'est Il sûr. y a aucun travail militant de gauche dans aucune circonscription qui est inutile. Ça servira, si ça sert pas maintenant, ça servira plus tard, voilà. Tout à fait. Et Eh ben, merci à vous. merci beaucoup, et puis à bientôt et bon courage. Salut. Salut!